Le Québec est le résultat de plusieurs siècles d'exploration, de commerce, de guerre et de colonisation par les Français, qui ont commencé à s'intéresser à l'Amérique du Nord au XVIe siècle, à la recherche de richesses et de nouvelles routes vers l'Asie. Le premier explorateur français à avoir parcouru le fleuve Saint-Laurent et à avoir revendiqué le territoire pour la France est Jacques Cartier en 1534. Il sera suivi par d'autres navigateurs comme Samuel de Champlain, qui fondera la ville de Québec en 1608, considérée comme le berceau de la Nouvelle-France, la première colonie française en Amérique du Nord. La Nouvelle-France s'étendra progressivement sur un vaste territoire, couvrant une grande partie du Canada actuel et des États-Unis. Elle reposera principalement sur la traite des fourrures, qui impliquera des relations complexes avec les peuples autochtones, tantôt alliés, tantôt ennemis. Elle sera aussi confrontée à la rivalité avec les autres puissances coloniales européennes, notamment la Grande-Bretagne, qui finira par s'emparer de la colonie en 1760, après la bataille des plaines d'Abraham. Malgré la conquête britannique, les Canadiens français, majoritaires au Québec, réussiront à conserver leur langue, leur religion et leurs droits civils, participant à la Confédération canadienne en 1867, qui donnera naissance à la province de Québec actuelle. L'histoire du Québec est donc une histoire riche et mouvementée qui a façonné l'identité et la culture d'un peuple francophone en Amérique du Nord. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les principaux événements et les personnages marquants de cette histoire, ainsi que les défis, les opportunités, mais également les malheurs qu'elle a engendrés. Bon visionnage. En ce début du XVIe siècle, l'Europe est en pleine effervescence. Les grandes découvertes maritimes ouvrent de nouvelles perspectives et attisent les convoitises des puissances européennes. C'est dans ce contexte que François Ier, roi de France, décide de financer une expédition vers les terres inconnues de l'Ouest. Il confie cette mission à un navigateur expérimenté, Jacques Cartier, originaire de Saint-Malo. En 1534, Cartier quitte donc Saint-Malo avec 2 navires et une soixantaine d'hommes. Son objectif est clair, trouver un passage vers l'Asie et découvrir de nouvelles richesses. Après plusieurs semaines de navigation, il atteint les côtes de Terre-Neuve, puis explore le golfe du Saint-Laurent. C'est lors de ce premier voyage qu'il rencontre les peuples autochtones, notamment les Iroquois de Stadacone, l'actuel Québec, et de Hochelaga, l'actuel Montréal. Ces rencontres sont marquées par des échanges de biens et des tentatives de communication malgré les barrières linguistiques. Cartier retourne en France avec des récits fascinants et 2 jeunes Iroquois, Tagnoani et Domagaya, qu'il présente à la cour. Enthousiasmé par ces découvertes, François Ier finance une seconde expédition en 1535. Cette fois-ci, Cartier dispose de 3 navires et de plus de 100 hommes. Il remonte le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Stadacone, où il établit un campement pour l'hiver. Les conditions sont rudes et les relations avec les autochtones se tendent. Malgré cela, Cartier poursuit son exploration et atteint Hochelaga, où il est impressionné par la taille et la prospérité du village. L'hiver 1535-1536 est particulièrement difficile. Le scorbut décime l'équipage et Cartier doit compter sur l'aide des autochtones pour survivre. Au printemps, il décide de rentrer en France, emportant avec lui des informations précieuses sur ces nouvelles terres. Cependant, il ne trouve pas les richesses espérées et son retour est accueilli avec une certaine déception. Malgré ces difficultés, Cartier entreprend un 3e voyage en 1541, cette fois sous les ordres de Jean-François de La Roque de Roberval, nommé lieutenant général de la Nouvelle-France. L'objectif est désormais clair, établir une colonie permanente. Cartier fonde Charlesbourg-Royal, près de Stadacone, mais les conditions sont extrêmement dures. Les colons souffrent de maladies, de la faim, ainsi que des attaques des autochtones. Découragé, Cartier décide de rentrer en France en 1542, laissant Roberval poursuivre l'aventure. Les voyages de Jacques Cartier, bien que marqués par des échecs et des difficultés, posent les bases de la future colonisation de la Nouvelle-France. Ils permettent de cartographier le fleuve Saint-Laurent et de nouer les premiers contacts avec les peuples autochtones. Ces explorations ouvrent la voie à d'autres expéditions et à l'établissement de colonies permanentes qui joueront un rôle crucial dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Ainsi, Jacques Cartier, malgré les obstacles, reste une figure emblématique de l'histoire de la Nouvelle-France. Ces voyages témoignent de la détermination et du courage des explorateurs de son époque, prêts à braver l'inconnu pour élargir les horizons de leur royaume.
Au tournant du XVIIe siècle, l'Europe est en pleine effervescence. Les grandes puissances maritimes se disputent les nouvelles terres découvertes au-delà de l'Atlantique. C'est dans ce contexte que Samuel de Champlain, un explorateur et cartographe français, se lance dans une série de voyages qui marqueront à jamais l'histoire de la Nouvelle-France. Né en 1574, à Brouage, en Saintonge, Champlain est un homme de son temps, avide de découvertes et de nouvelles aventures. En 1603, il embarque pour son premier voyage vers le Nouveau Monde, accompagné de François Gravé-Dupont. Leur mission est d'explorer le fleuve Saint-Laurent et de cartographier ces terres encore largement inconnues des Européens. Champlain est fasciné par les paysages grandioses et les vastes étendues sauvages qu'il découvre. Il rencontre également les peuples autochtones, notamment les Montagnais, les Algonquins et les Hurons, avec lesquels il noue des relations d'amitié et de commerce. De retour en France, Champlain publie un récit de son voyage, accompagné de cartes détaillées. Son travail suscite l'intérêt de Pierre du Guademont, qui obtient du roi Henri IV le monopole du commerce des fourrures en Nouvelle-France. En 1604, Champlain repart pour le Nouveau Monde, cette fois en tant que géographe officiel de l'expédition. Ils établissent une première colonie à l'île Sainte-Croix, puis à Port-Royal en Acadie. Cependant, les conditions de vie sont rudes et les colons doivent faire face à des hivers rigoureux et à des pénuries alimentaires. En 1608, Champlain fonde la ville de Québec, qui deviendra le cœur de la Nouvelle-France. Il choisit un emplacement stratégique sur un promontoire surplombant le fleuve Saint-Laurent, idéal pour le commerce et la défense. La fondation de Québec marque le début d'une présence française durable en Amérique du Nord. Champlain s'emploie à développer la colonie, à établir des relations pacifiques avec les autochtones et à explorer l'intérieur des terres. Au cours de ses nombreux voyages, Champlain explore les Grands Lacs et atteint même les rives du lac Huron. Il participe également à des expéditions militaires aux côtés de ses alliés autochtones, Hurons et des Algonquins. Ces alliances sont cruciales pour la survie de la colonie car elles permettent aux Français de bénéficier du soutien et des connaissances des autochtones. Champlain est également un visionnaire. Il rêve de créer une société nouvelle en Nouvelle-France où Français et autochtones vivraient en harmonie. Il encourage les mariages mixtes et tente de convertir les autochtones au christianisme. Cependant, ces projets se heurtent souvent aux réalités du terrain et aux rivalités entre les différentes nations autochtones. En 1629, Québec est capturé par les Anglais et Champlain est fait prisonnier. Il est libéré en 1632, lorsque la colonie est restituée à la France par le traité de Saint-Germain-en-Laye. Champlain retourne à Québec et reprend ses fonctions de gouverneur. Il continue à œuvrer pour le développement de la colonie jusqu'à sa mort en 1635. Les voyages de Samuel de Champlain ont jeté les bases de la Nouvelle-France. Grâce à son courage, sa détermination et sa vision, il a ouvert la voie à la colonisation française en Amérique du Nord. Son héritage perdure à travers les villes qu'il a fondées, les cartes qu'il a dessinées et les récits qu'il a laissés. Champlain reste une figure emblématique de l'histoire de la Nouvelle-France, un pionnier dont les exploits continuent de fasciner et d'inspirer. La société et l'économie de la Nouvelle-France étaient basées sur des activités importantes comme celle de la traite des fourrures ou bien de l'agriculture. La traite des fourrures était le commerce des peaux d'animaux, principalement le castor, entre les Français et les Amérindiens. Les Français fournissaient aux Amérindiens des biens manufacturés comme des armes à feu, des couteaux, des couvertures, des perles et de l'alcool en échange des peaux qu'ils préparaient et séchaient. Les peaux étaient ensuite envoyées en France où elles étaient utilisées pour fabriquer des chapeaux, des manteaux et d'autres vêtements. La traite des fourrures était donc la principale source de revenus pour la Nouvelle-France, mais aussi un moyen d'établir des relations diplomatiques et commerciales avec les Amérindiens. Les Français s'allièrent avec les Hurons, les Algonquins et les Montagnais, qui leur fournissaient des peaux et les guidaient dans l'exploration du territoire. Les Français entrèrent en conflit avec les Iroquois, qui étaient alliés avec les Anglais et qui cherchaient à contrôler le commerce des fourrures. La traite des fourrures eut aussi des conséquences écologiques et sociales. Elle entraîna en effet la surexploitation des animaux à fourrure, qui devinrent rares et chers. Elle favorisa aussi la propagation des maladies européennes, comme la variole, qui décimèrent les populations amérindiennes. Elle modifia également les modes de vie et les cultures des Amérindiens, qui devinrent dépendants des biens européens et adoptèrent certains aspects du christianisme. L'agriculture était l'autre activité économique importante de la Nouvelle-France. Elle visait à assurer l'autosuffisance alimentaire des colons et à produire des surplus pour le commerce. Les principaux produits agricoles
étaient le blé, le maïs, le seigle, l'orge, le pois, le tabac, le chanvre ou bien le lin. Les colons élevaient aussi des animaux domestiques comme des vaches, des porcs, des moutons ou bien des poules. L'agriculture était pratiquée sur des terres concédées par le roi de France ou par la compagnie des Sans-Associés, qui détenait le monopole du commerce des fourrures. Les terres étaient divisées en longues et étroites bandes appelées seigneuries, qui étaient justement accordées à des seigneurs. Ces seigneurs devaient fidélité et obéissance au roi, ainsi qu'une partie des revenus tirés de leurs terres. Les seigneurs louaient leurs terres à des paysans appelés censitaires ou habitants, qui devaient payer un loyer annuel appelé cens et rente, ainsi que des redevances appelées droits seigneuriaux, pour l'utilisation des moulins, des fours et des routes. Les censitaires devaient aussi fournir des corvées, c'est-à-dire des travaux gratuits aux seigneurs. L'agriculture était difficile en Nouvelle-France en raison du climat rigoureux, des sols pauvres, des insectes nuisibles, des maladies des plantes et des animaux, ainsi que des attaques des Iroquois. Les colonies devaient travailler dur pour défricher les terres, semer, récolter, battre le grain, conserver les aliments et construire des habitations. Ils devaient aussi se défendre contre les ennemis en participant aux milices ou en se réfugiant dans les forts. À signaler que la population de la Nouvelle-France était faible et inégale comparée à celle des colonies anglaises. En 1760, à la veille de la conquête britannique, la Nouvelle-France comptait environ 70 000 habitants, dont 55 000 au Canada, 10 000 en Louisiane et 5 000 en Acadie. Les colonies anglaises, quant à elles, avaient plus de 2 millions d'habitants. La population de la Nouvelle-France était composée principalement de Français, mais aussi d'Amérindiens, de Métis, d'esclaves noirs et de prisonniers de guerre. La culture de la Nouvelle-France était influencée par la France, mais aussi par les conditions de vie en Amérique. Les colons conservaient leur langue, leur religion, leurs droits et leurs traditions françaises, mais ils développaient aussi des caractéristiques propres à leur milieu. Ils adoptaient des vêtements, des outils, des aliments, ainsi que des mots amérindiens. Ils créaient des chansons, des contes, des légendes et des proverbes inspirés de leur expérience, formant ainsi une société distincte qui justement se distinguait de la métropole et des colonies voisines. Les relations entre les peuples autochtones et les colons français à l'époque de la Nouvelle-France ont été marquées par des échanges commerciaux, culturels et militaires, mais aussi par des tensions et des conflits. Les premiers contacts entre les Français et les autochtones remontent au début du XVIe siècle, lorsque les pêcheurs et les explorateurs français arrivent sur les côtes de l'Atlantique et du Saint-Laurent. Ils rencontrent principalement des peuples algonquiens, comme les Micmacs, les Malécites, les Abénaquis, les Inuits et les Algonquins, ainsi que des peuples iroquoiens comme les Hurons, les Iroquois et les Wendat. Les relations entre les Français et les autochtones sont d'abord fondées sur le commerce des fourrures, qui permet aux deux parties de s'échanger des biens utiles et précieux. Les Français fournissent aux autochtones des objets métalliques, des armes à feu, des tissus, des aliments et des boissons, tandis que les autochtones leur procurent des peaux et des fourrures de castor, d'orignal, de loup et d'autres animaux. Ce commerce crée des liens d'amitié et de confiance entre les Français et certains peuples autochtones qui leur servent de guides, d'interprètes et de fournisseurs. Les relations entre les Français et les autochtones sont aussi marquées par la curiosité et le respect mutuel. Les Français s'intéressent aux coutumes, aux langues et aux croyances des autochtones qu'ils tentent de comprendre et de documenter. Ils sont impressionnés par leur adaptation à l'environnement, leur connaissance de la nature, leur habileté à la chasse et à la pêche et leur sens de l'hospitalité. De leur côté, les autochtones s'intéressent aux objets, aux techniques et aux savoirs des Français qu'ils tentent d'acquérir et d'utiliser. En ce sens, ils sont attirés par leur richesse, leur puissance, leur culture, mais également leur religion. Les alliances entre les Français et les autochtones se renforcent au cours du XVIIe siècle, lorsque les Français commencent à s'installer de façon permanente sur le territoire. Ils fondent des villes comme Québec et Montréal, des forts comme Richelieu et Frontenac, et des colonies comme l'Acadie et la Louisiane. Ils ont besoin des autochtones pour assurer leur sécurité, leur approvisionnement et leur expansion. Les alliances entre les Français et les autochtones sont aussi motivées par des intérêts politiques et militaires. Les Français doivent faire face à la concurrence et à l'hostilité des Anglais et des Hollandais, qui cherchent à s'emparer du commerce des fourrures et des territoires coloniaux. Ils doivent aussi faire face à la résistance et à l'agressivité de certains peuples autochtones, comme les Iroquois, qui sont soutenus par les Anglais et les Hollandais. Les Français s'allient donc avec les peuples autochtones qui leur sont favorables, comme les Hurons, les Algonquins, les Outaouais, les Montagnais et les Nipissing.
Ces peuples forment la Confédération des Trois Feux qui lutte contre les Iroquois et leurs alliés. Les alliances entre les Français et les autochtones sont aussi marquées par des échanges culturels et religieux. Les Français cherchent à convertir les autochtones au christianisme, comme les missionnaires qui établissent des missions et des écoles auprès des peuples autochtones. Certains de ces derniers finissent par se convertir au catholicisme, tandis que d'autres conservent leur spiritualité traditionnelle ou la combinent avec des éléments chrétiens. Les Français s'adaptent aussi au mode de vie des autochtones, comme les coureurs des bois, qui vivent dans les forêts et adoptent les pratiques de chasse, de pêche et de traite des autochtones. Les Français se marient parfois avec des Amérindiennes, créant ainsi des familles et des communautés métisses, Les guerres entre les Français et les autochtones éclatent au cours du XVIIIe siècle, lorsque les tensions et les conflits s'intensifient entre les puissances coloniales et les nations autochtones. Ces guerres sont souvent liées aux guerres européennes qui se répercutent sur le continent américain. Elles opposent la France et ses alliés autochtones à la Grande-Bretagne et ses propres alliés. Les guerres entre les Français et les Amérindiens sont aussi le résultat de la concurrence pour le contrôle des territoires et des ressources, qui s'accroît avec l'augmentation de la population et de la demande en fourrure. Les Français et leurs alliés doivent faire face à la pression et à l'invasion des colons anglais, qui cherchent à s'établir vers l'ouest et le sud. Ils doivent aussi faire face à la diminution et à la disparition des animaux à fourrure, qui entraînent la raréfaction et la cherté des biens échangés. Les guerres entre les Français et les autochtones sont aussi marquées par la violence et la cruauté. Elles sont ponctuées de raids, de massacres, de prises d'otages et de tortures. Elles causent de nombreuses pertes humaines et matérielles, tant du côté des Français que des autochtones. Elles se terminent par la défaite de la France face à la Grande-Bretagne lors de la guerre de 7 ans de 1756 à 1763. Cette guerre se termine par le traité de Paris qui cède la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne. Les relations entre les autochtones et les nouveaux maîtres du territoire vont alors changer. Les coureurs des bois étaient des colons français qui quittaient les établissements de la Nouvelle-France pour s'aventurer dans les territoires autochtones et faire le commerce des fourrures. Ils ont joué un rôle important dans l'exploration, l'expansion et les relations interculturelles de la colonie française en Amérique du Nord. Les coureurs des bois sont apparus dans la seconde moitié du XVIIe siècle, à une époque où la demande de fourrures, notamment de castors, était très forte en Europe. La traite des fourrures était la principale source de revenus de la Nouvelle-France, mais elle était contrôlée par le pouvoir royal et les compagnies monopolistiques. Les colons qui voulaient participer à ce commerce devaient obtenir un permis de traite, appelé aussi congé, qui était limité en nombre et en durée. De plus, les autorités coloniales encourageaient les colons à se consacrer à l'agriculture et au peuplement plutôt qu'à la traite. Face à ces restrictions, certains colons, souvent des jeunes hommes célibataires, décidèrent de s'affranchir des règles et de partir à l'aventure dans les pays d'en haut, c'est-à-dire les régions situées à l'ouest et au nord des Grands Lacs. Ils espéraient ainsi faire fortune en achetant des fourrures directement aux autochtones, à des prix plus avantageux que ceux pratiqués dans les postes de traite officiels. Ils étaient aussi attirés par le goût du risque, de la liberté et de la découverte. Les coureurs des bois voyageaient généralement en canot d'écorce, le moyen de transport le plus adapté aux rivières et aux lacs de l'Amérique du Nord. Ils transportaient des marchandises destinées à être échangées contre des fourrures, comme des armes à feu, des couteaux, des haches, des chaudrons, des miroirs, des perles, du tabac ou bien de l'eau de vie. Ils parcouraient des distances considérables, parfois jusqu'au Mississippi ou au Missouri, et pouvaient rester plusieurs années loin de la colonie. Les coureurs des bois étaient en contact étroit avec les peuples autochtones dont ils dépendaient pour leur survie et leur sécurité. Ils apprenaient leur langue, leurs coutumes, leurs techniques de chasse et de pêche, ainsi que leurs savoirs médicinaux. Ils nouaient des alliances commerciales et politiques avec certaines nations comme les Hurons, les Algonquins ou bien les Outaouais. Ils participaient parfois à leurs guerres contre d'autres peuples comme les Iroquois, les Anglais ou bien les Espagnols. Ils s'intégraient souvent à leur communauté en prenant des femmes autochtones, en adoptant des enfants ou bien en participant à leurs cérémonies religieuses. L'activité des coureurs des bois a eu des impacts positifs et négatifs sur la Nouvelle-France et les nations indigènes. D'un côté, les coureurs des bois ont contribué à l'exploration et à l'expansion du territoire français en Amérique du Nord. Ils ont aussi favorisé les échanges culturels et le métissage entre les Français et les autochtones. Ils ont renforcé les liens d'amitié et de coopération entre la France et certaines nations alliées comme les Outaouais, qui ont joué un rôle clé dans la guerre de la conquête. D'un autre côté,
Les coureurs des bois ont aussi causé des problèmes et des tensions. Ils ont en effet alimenté la concurrence et la rivalité entre les peuples autochtones pour le contrôle des territoires de chasse et des routes commerciales. Ils ont introduit des maladies infectieuses comme la variole, qui ont décimé des populations entières. Ils ont aussi provoqué des conflits armés en fournissant des armes à feu aux autochtones, qui les ont utilisées contre leurs ennemis ou même contre les colons. Ils ont perturbé l'équilibre écologique en favorisant la surexploitation du castor et du bison. Ils ont aussi échappé au contrôle des autorités coloniales en pratiquant l'illégalité, la contrebande, le banditisme ou bien la désertion. Les coureurs des bois ont été des acteurs majeurs de l'histoire de la Nouvelle-France et des relations franco-autochtones. Ils ont incarné l'esprit d'aventure, de liberté et de curiosité des colons français, mais aussi leurs contradictions et leur ambiguïté. Ils ont laissé une trace indélébile dans la mémoire collective et le patrimoine culturel du Canada et des États-Unis. La Nouvelle-France, colonie française d'Amérique du Nord, se consacre surtout au commerce des fourrures au XVIIe siècle. La population est principalement composée d'hommes, engagés comme coureurs des bois, soldats ou artisans, et l'écart entre les sexes ne fait que se creuser. En 1663, le roi Louis XIV décide de reprendre en main l'administration et le développement de ces territoires en Amérique. Il nomme Jean-Baptiste Colbert comme ministre des Finances et Jean Talon comme premier intendant de la Nouvelle-France. Ces derniers mettent en place une politique de peuplement visant à augmenter la population et à rétablir la parité entre les sexes. Pour ce faire, ils engagent le passage de jeunes femmes célibataires issues de milieux modestes ou orphelines qui acceptent de migrer vers la colonie en échange d'avantages consentis par le roi. Celui-ci assure ainsi leur traversée à ses frais, les vais et les dots, et leur accorde une prime en cas de mariage rapide. Entre 1663 et 1674, environ 770 jeunes femmes, surnommées les filles du roi, arrivent ainsi à Québec. Les filles du roi sont recrutées dans plusieurs régions de France, mais aussi dans d'autres pays européens. Elles ont en moyenne 22 ans et sont pour la plupart analphabètes. Elles sont choisies selon des critères de santé, de moralité et de capacité à s'adapter à la vie en colonie. Elles sont accompagnées par des religieuses qui les préparent au mariage et à la maternité. À leur arrivée, elles sont accueillies à la maison Saint-Gabriel à Montréal, où elles sont présentées aux prétendants. Elles ont le droit de refuser ou d'accepter les propositions de mariage et peuvent même rompre leur fiançailles si elles le souhaitent. Elles se marient en moyenne au bout de 5 mois et ont en moyenne 7 enfants. Elles doivent faire face à de nombreux défis tels que le climat rigoureux, les maladies, les conflits avec les autochtones, le travail agricole ou domestique, ainsi que la solitude. Elles font preuve de courage, de résilience et même carrément de débrouillardise, disons-le. Les filles du roi ont largement contribué au peuplement et à la diversité génétique de la Nouvelle-France. Elles ont permis de faire passer la population de 3200 habitants en 1666 à 9700 en 1662 et de réduire l'écart entre les sexes de 6 hommes pour une femme à 2 hommes pour une femme. Elles ont aussi favorisé le métissage avec les autochtones et les autres communautés européennes. Elles sont à l'origine de nombreuses familles québécoises et canadiennes françaises et comptent parmi leurs descendants des personnalités célèbres telles que Céline Dion, Justin Trudeau, Hillary Clinton ou bien Angelina Jolie. Elles sont considérées comme les mères de la nation québécoise et sont honorées par des monuments, des plaques commémoratives, des livres ou bien des films. Au final, les filles du roi sont des immigrantes qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire de la Nouvelle-France et du Québec. Elles ont quitté leur pays d'origine pour se marier aux colons et fonder des familles. Elles ont fait face à de nombreux défis et ont participé au développement de la colonie. Elles ont laissé un héritage culturel génétique et historique important pour leurs descendants et pour la société québécoise. La Nouvelle-France était un vaste territoire colonial français en Amérique du Nord qui s'étendait du golfe du Saint-Laurent au bassin du Mississippi. Elle fut l'objet de plusieurs conflits entre la France et la Grande-Bretagne qui se disputaient la domination du continent. La guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, fut le dernier et le plus décisif de ces affrontements. Elle opposa la France et ses alliés, l'Espagne, l'Autriche, la Russie, à la Grande-Bretagne et les siens, à savoir la Prusse, le Portugal, le Hanovre. Elle se déroula sur plusieurs théâtres d'opération, dont l'Europe, l'Inde, l'Afrique et donc l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, justement, la guerre prit le nom de guerre de la conquête
ou The French and Indian War. Elle vit s'affronter les troupes régulières et les milices des deux puissances coloniales, ainsi que leurs alliés respectifs, notamment les Amérindiens. La guerre fut marquée par plusieurs batailles célèbres, comme celle du fort Duquesne, du lac George, de Louisbourg, de Québec ou bien de Montréal. La guerre se termina par la signature du traité de Paris le 10 février 1763. Ce traité consacra la victoire de la Grande-Bretagne, qui obtint la cession de la Nouvelle-France, à l'exception des îles Saint-Pierre et Miquelon. La France conserva ses possessions antillaises, ainsi que la Louisiane, qu'elle céda à l'Espagne en compensation de la Floride. La Grande-Bretagne devint ainsi la première puissance coloniale en Amérique du Nord. La cession de la Nouvelle-France fut un événement historique majeur qui eut des conséquences politiques, économiques, sociales et culturelles pour les populations concernées. Pour les Français, elle signifia la perte d'un vaste empire qui représentait une source de richesse et de prestige. Pour les Britanniques, elle signifia l'acquisition d'un territoire immense qui offrait de nouvelles opportunités de commerce et d'expansion. En revanche, pour les Canadiens, elle signifia le début d'une nouvelle ère, marquée par la domination britannique, mais aussi par la résistance et la survie de leur identité française. Enfin, pour les Amérindiens, elle signifia tout simplement la fin d'une alliance avec la France, qui les protégeait des visées expansionnistes des colons anglais, mais également le début d'une lutte pour la défense de leurs terres et de leurs droits. La cession de la Nouvelle-France fut aussi l'objet de critiques et de sarcasmes de la part de certains intellectuels français, qui considéraient que ce territoire n'avait pas de valeur et qu'il était mieux de s'en débarrasser. C'est le cas notamment de Voltaire, qui écrivit dans son essai Candide, publié en 1759, la fameuse phrase « Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada de Vaud. » À noter que cette phrase, souvent citée comme un exemple du mépris de Voltaire pour la Nouvelle-France, exprime en réalité son pacifisme et son ironie à l'égard des ambitions démesurées des rois européens. Les Acadiens étaient les descendants des premiers colons français qui s'établirent en Acadie, une région correspondant à l'actuel Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard. Ils développèrent une culture et une identité distinctes, fondées sur la langue française, la religion catholique et l'agriculture. L'Acadie fut également le théâtre de plusieurs conflits entre la France et la Grande-Bretagne qui se disputaient le contrôle de la région. En 1713, par le traité d'Utrecht, la France céda l'Acadie à la Grande-Bretagne mais conserva l'île Royale, l'actuelle île du Cap-Breton, et l'île Saint-Jean, l'actuelle île du Prince-Édouard. Cependant, les Acadiens refusèrent de prêter serment d'allégeance au roi britannique et restèrent neutres dans les guerres qui opposèrent les deux puissances. Cette attitude provoqua par conséquent la déportation de nombreux Acadiens, déportation qui fut menée par les autorités britanniques entre 1755 et 1763 dans le contexte de la guerre de 7 ans. Elle visait à expulser les Acadiens de leurs terres, à confisquer leurs biens et à les disperser dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord et dans d'autres régions du monde. Elle fut motivée par des raisons stratégiques, économiques et religieuses, ainsi que par la méfiance envers les Acadiens, soupçonnés de collaborer avec les Français et les Amérindiens. La déportation des Acadiens fut donc un événement tragique qui entraîna la mort, la souffrance et la séparation de milliers de personnes. On estime qu'entre 10 000 et 18 000 Acadiens furent déportés sur une population totale d'environ 25 000. Certains furent envoyés en Angleterre, en France, dans les Antilles, en Louisiane ou bien dans les colonies françaises d'Amérique du Sud. D'autres réussirent à se cacher ou à s'échapper et se réfugièrent dans les régions voisines comme le Québec, le Maine ou Terre-Neuve. La déportation des Acadiens fut considérée comme un génocide culturel par certains historiens et comme un crime contre l'humanité par certains juristes. La déportation des Acadiens fut aussi le point de départ d'une longue histoire de résilience et de revendication de leur identité. En effet, les Acadiens qui survécurent à la déportation formèrent des communautés dispersées mais solidaires qui conservèrent leur langue, leur religion et leurs traditions. Ils développèrent aussi une conscience nationale et un sentiment d'appartenance à l'Acadie qu'ils exprimèrent à travers la littérature, la musique, l'art ou bien la politique. Les Acadiens sont aujourd'hui reconnus comme une minorité francophone et un peuple fondateur du Canada, et ils célèbrent leur fierté et leur héritage à travers le Congrès mondial acadien, le drapeau acadien et la fête nationale de l'Acadie le 15 août. Les rébellions au Québec de 1837-1838 furent des soulèvements armés qui opposèrent les patriotes, partisans d'une réforme politique du Bas-Canada, l'actuel Québec, au gouvernement colonial britannique.
Elles s'inscrivirent dans un contexte de tensions politiques, économiques et sociales liées à la domination de la minorité anglophone, à la crise agraire et à l'influence du mouvement républicain américain. Les revendications politiques des patriotes étaient inspirées par les idées libérales et démocratiques de la Révolution française et des États-Unis. Ils réclamaient notamment l'établissement d'un gouvernement responsable, c'est-à-dire un gouvernement qui rend les comptes à la majorité élue de la Chambre d'Assemblée et non au gouverneur nommé par Londres. Ils demandaient aussi la reconnaissance des droits civils et politiques de la majorité francophone, la réforme du système électoral et judiciaire et la protection du patrimoine culturel et religieux des Canadiens français. Les conséquences de la répression furent sévères pour les patriotes et pour le Bas-Canada. Le gouvernement britannique réagit avec force aux rébellions en envoyant des troupes, en déclarant la loi martiale, en arrêtant et en jugeant les chefs rebelles, en exécutant et en exilant certains d'entre eux, et en brûlant ou en pillant les villages où les affrontements eurent lieu. Le gouvernement britannique imposa aussi une réforme constitutionnelle connue sous le nom d'Acte d'Union qui entra en vigueur en 1841. L'Acte d'Union visait à assimiler la population francophone du Bas-Canada en fusionnant le Bas-Canada et le Haut-Canada, en l'occurrence l'actuel Ontario, en une seule colonie, appelée le Canada uni. L'Acte d'Union abolit les institutions politiques propres au Bas-Canada, instaura le régime de l'Union législative, qui accordait le même nombre de sièges aux deux anciennes colonies, malgré la différence démographique, et imposa l'anglais comme seule langue officielle. L'Acte d'Union fut perçu comme une injustice et une humiliation pour les Canadiens français, qui se sentirent trahis et opprimés par le pouvoir colonial. Les rébellions au Québec de 1837-1838 et l'Acte d'Union furent des événements marquants de l'histoire du Québec, qui eurent des impacts durables sur la société, la culture et la politique québécoise, et contribuèrent à forger l'identité nationale et le sentiment d'appartenance des Québécois, à renforcer leur attachement à la langue française et à la religion catholique, et à alimenter leurs aspirations à l'autonomie et à la souveraineté. Ils marquèrent aussi le début d'une lutte pour l'obtention du gouvernement responsable, qui fut finalement accordé en 1848 et qui ouvrit la voie à la Confédération canadienne de 1867. Le mouvement nationaliste au Québec est né de l'évolution du nationalisme canadien-français, qui visait à préserver et à promouvoir l'identité et les valeurs des descendants des colons français en Amérique du Nord. Ce nationalisme s'est exprimé à travers différents courants idéologiques qui ont varié selon les époques et les contextes politiques. Au XIXe siècle, le nationalisme québécois était surtout un nationalisme de survivance qui cherchait à protéger la langue, la religion et la culture française face à la domination britannique. Les principaux leaders de ce courant étaient Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes, lors de la rébellion de 1837-1838, et Henri Bourassa, fondateur du journal Le Devoir et opposant à la participation du Canada à la Première Guerre mondiale. Au XXe siècle, le nationalisme québécois a connu une transformation majeure avec la Révolution tranquille, qui a marqué le passage d'une société traditionnelle et rurale à une société moderne et urbaine. Le nationalisme québécois est alors devenu un nationalisme d'émancipation politique qui revendiquait l'autonomie, voire l'indépendance du Québec au sein du Canada. Les principaux leaders de ce courant étaient René Lévesque, fondateur du Parti québécois et initiateur des référendums de 1980 et 1995, et Jacques Parizeau, Premier ministre du Québec, lors du référendum de 1995. De nos jours, le nationalisme québécois fait face à de nouveaux défis liés à la diversité culturelle, à la mondialisation et à la réconciliation avec les peuples autochtones. Il se décline dès lors en plusieurs courants qui vont du nationalisme civique, qui mise sur l'intégration et le dialogue entre les différentes communautés, au nationalisme identitaire, qui met l'accent sur la préservation et la transmission du patrimoine historique et culturel des Québécois. Les principaux chefs de file de ces courants sont François Legault, chef de la coalition Avenir Québec et actuel Premier ministre du Québec, et Pauline Marois, ancienne Première ministre du Québec et instigatrice de la Charte des valeurs québécoises. Le Québec est une province francophone du Canada qui possède une identité culturelle distincte et qui revendique une autonomie politique accrue. Le français est la langue officielle du Québec, mais il fait face à plusieurs défis, notamment la concurrence de l'anglais, la diversité des origines et des pratiques linguistiques, ainsi que la mondialisation des échanges. Ce qui fait que le Québec est une véritable société plurielle
qui accueille des immigrants de diverses origines culturelles et religions. Cette diversité culturelle enrichit le patrimoine québécois, mais elle pose aussi des questions sur l'intégration, le vivre ensemble et le respect des valeurs communes. Le Québec a adopté en ce sens une politique d'interculturalisme qui reconnaît la spécificité de la culture québécoise et qui favorise le dialogue et la participation de tous les citoyens. Le Québec a aussi adopté une loi sur la laïcité de l'État qui vise à assurer la neutralité religieuse des institutions publiques et à encadrer le port de signes religieux par les agents de l'État. La protection de la langue française au Québec est également un enjeu important pour la société québécoise, qui souhaite préserver et promouvoir son identité culturelle et linguistique. Le français est la seule langue officielle et la langue commune du Québec, selon la loi sur la langue officielle et commune du Québec déposée en 2021. Cette loi vise à renforcer le statut du français dans tous les domaines de la vie sociale, économique, culturelle et politique. Elle comporte plusieurs mesures, telles que l'obligation pour les entreprises de 25 employés ou plus de se franciser et d'obtenir un certificat de francisation. L'obligation pour les commerces de servir les clients en français et d'afficher en français. L'obligation pour les établissements d'enseignement postsecondaire de respecter un quota de places réservé aux étudiants francophones. L'obligation pour les immigrants de démontrer une connaissance suffisante du français pour obtenir la citoyenneté québécoise. Et enfin, l'obligation pour les institutions publiques de respecter la neutralité religieuse et d'interdire le port de signes religieux par les agents de l'État. La protection de la langue française au Québec est aussi assurée par l'Office québécois de la langue française, qui a pour mission de veiller au respect de la charte de la langue française, de conseiller le gouvernement et les citoyens sur les questions linguistiques et de promouvoir la qualité et l'usage du français. Le Québec est un acteur économique important au Canada et dans le monde, qui se distingue par ses secteurs clés, tels que l'aéronautique, l'hydroélectricité, l'agroalimentaire, les technologies de l'information et de la communication, et les industries culturelles et créatives. Le Québec est aussi un pôle d'innovation qui investit dans la recherche et le développement, qui soutient les entrepreneurs et les startups, et qui mise sur la transition écologique et numérique. Le Québec est également un foyer culturel qui produit et diffuse des œuvres originales et diversifiées dans les domaines du cinéma, de la musique, de la littérature, du théâtre, de la danse, des arts visuels, du cirque, du jeu vidéo et plus encore. Le Québec entretient des relations étroites avec le Canada, dont il fait partie depuis 1867, mais avec lequel il a aussi connu des tensions et des désaccords, notamment sur les questions constitutionnelles, linguistiques, fiscales et culturelles. Le Québec revendique toujours un statut particulier au sein du Canada qui lui permettrait d'exercer davantage de compétences et de représenter ses intérêts sur la scène internationale. Il a aussi exprimé à 2 reprises, en 1980 et en 1995, son désir de devenir un État souverain, mais sans obtenir la majorité requise lors des référendums. Raison pour laquelle il maintient des relations actives avec le monde, en participant à des organisations internationales, en signant des accords de coopération, en menant des missions diplomatiques et en défendant des causes comme la francophonie, la diversité culturelle, la paix, la démocratie, les droits de la personne et la lutte contre les changements climatiques. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.